Mercredi 10 avril, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte toute l'actualité en 26 minutes. Ce soir, nous allons parler de politique avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui sera très bientôt devant le CNT pour faire le point. Présume. Ensuite, nous allons évoquer cette canicule mortelle à Bamako qui a fait plusieurs morts depuis maintenant plus d'une semaine. Avec moi sur ce plateau pour développer ces deux grands thèmes, cette lendemain de fête de l'Aïd el-Fitr, Monsieur Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune. Bonsoir, Monsieur Kalambri. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup. Et Monsieur Mokhtar Sow, directeur de publication de Mali Kilié. Bonsoir, Monsieur Sow. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Haïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et bonne fête à tout le monde. Merci. Alors, je le disais tout de suite, le lundi, c'était la rentrée du CNT, la session ordinaire du mois d'avril. Et lors de son discours inaugural, le président du CNT, le colonel Malick Diaw, a fait savoir que le Premier ministre sera bientôt devant, je ne sais pas si on peut dire les parlementaires, en tout cas les membres du CNT, pour faire le point en politique. Je pense que la dernière fois qu'il était devant les membres du CNT, c'était il y a 2 ans déjà, en 2022. Où il avait été un petit peu malmené par certains, notamment Noumsa, qui lui avait accordé la note de 3 sur 10, mais finalement, on a vu qu'il s'en était bien sorti au final. Alors, une première question pour vous, Monsieur Kalambri. À quoi peut-on s'attendre de ce passage annoncé du Premier ministre devant le CNT? Oui, le contexte fait que cette fois-ci, c'est vraiment scruté. D'abord, vous l'avez dit, la première fois, ça s'est très mal passé. Il a été noté à 3, je ne sais même plus si c'est sur 20 ou sur 10, sur 20, vous êtes gentil, sur 10. Voilà, il a été noté à 3. Et depuis, je crois, son équipe, ils ont arrêté de faire les évaluations depuis. L'équipe a certainement produit, mais ça n'a plus jamais été rendu public ou transmis comme le stipulait la charte. Donc, je crois que ça l'avait vraiment refroidi. Ensuite, il y a beaucoup de passe-droit, on pourrait dire, entre le Premier ministre et certains ministres, entre le Premier ministre, entre les partisans du Premier ministre et d'autres partisans, par vidéoman interposé, par les réseaux sociaux interposés, et parmi les cibles, on pourrait dire, des partisans de Choguel, c'est beaucoup le président du CNT et des membres du CNT. Donc le contexte fait, est-ce qu'on peut dire que ceci explique cela, mais en tout état de cause, chacun est intéressé à voir ce que ça va donner parce que on s'est attendu pendant longtemps à un départ de Choguel. Il a dit il est debout, droit dans ses bottes. Est-ce que le CNT finalement va lui donner le coup de grâce ou comment ça va se passer? On va attendre pour voir. Alors justement, il a évoqué le contexte, le Premier ministre devant le CNT en ce moment. Certains pensent que c'est pour lui mettre encore plus la pression. Peut-être le coup de grâce, comme vient de l'évoquer M. Kalambri. Et il y a aussi plusieurs griefs qui peuvent être à l'encontre du gouvernement, notamment la situation par rapport à l'énergie et beaucoup d'autres, la vie chère et beaucoup d'autres situations encore. Beaucoup de situations. Moi, je crois que à ce niveau-là, c'est beaucoup plus institutionnel. Mais comme le grand frère l'a dit, il y a beaucoup de questions qui ne touchent même pas à l'intérêt même de la nation. Ouais, un peu. Ça, ce sont les actions que le Premier ministre et son équipe posent vis-à-vis d'autres institutions ou même d'autres membres de son propre gouvernement et tout, ou même vis-à-vis du président de la transition lui-même. Mais quand j'ai écouté les discours du président du CNT, c'est pour lui, ça va être compliqué pour le Premier ministre parce que si ça reste institutionnel et que cette fois-ci, les statistiques, les membres de l'équipe du Premier ministre sont obligés de produire un document et que si ces documents ne donnent pas de résultats, parce que nous, quand on regarde pour le moment, le peuple n'est pas satisfait du tout par rapport à tout ce qui a été fait depuis 2022. Or, il est rentré chez lui, je vais dire à la primature, avec 3 sur 10 en 2022.
Donc vous imaginez un peu les conséquences. Ça frise un peu la motion de censure qui avait été annoncée il y a quelques semaines, qui plane sur la tête du Premier ministre. Je crois que si des mesures ne sont pas prises là où ça devait être fait il y a déjà quelques semaines, au niveau du président lui-même ou du Premier ministre lui-même, par acte de démission ou par de démission. Donc peut-être que le Conseil national de transition va prendre des dispositions pour soulager le peuple. Et il l'a dit, le discours du président du CNT était plein de sous-entendus également, comme Choguel le fait tout le temps. Cette fois-ci, le président du CNT a fait un discours plein de sous-entendus. Maintenant, à qui ça s'adressait? Généralement, chacun sait quand on parle comme on dit en Bambara, on peut ne pas savoir que le plat est destiné, mais quand il y a des propos qui vous sont destinés, on comprend tout de suite. Donc, je pense qu'il y a une crise qui n'est même plus larvée, qui ne couvre plus, mais il faut juste qu'un camp ait le courage de donner la première salve, quoi. On en est juste là. On est à un niveau où les camps s'observent, qui va être le premier à tirer, qui va être le premier à dégainer. On en est là. Mais en entendant, c'est pas une impression, c'est bloqué. Au niveau du gouvernement, rien ne bouge. Et rien qu'à écouter des vidéomans supposés être proches du Premier ministre, parmi les griefs qu'ils évoquent, c'est qu'il y a des ministres qui ne respectent pas le Premier ministre, il y a des ministres qui ne... Voilà, donc, quand on est Premier ministre, ça ne se dit pas, parce que vous êtes le patron de tout le monde, et si certains ne vous respectent pas, c'est à vous d'en tirer les leçons. Voilà. Alors, justement, entendre les uns et les autres, on peut se demander, puisque vous avez évoqué les ministres, il y a beaucoup de griefs, comme je le disais, mais ils ne sont jamais interpellés devant le CNT, mis à part les demandes qui sont formulées par les uns et les autres pour comprendre un petit peu la situation dans le pays. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit le Premier ministre qui prenne tous les coups de tout ce qui est reproché à différents ministères, de tout ce qui est reproché à son gouvernement, finalement? Vous savez, le Premier ministre, c'est la tête de la machine. Dès que ça ne fonctionne pas au niveau de la primature, même s'il y a des compétences dans le gouvernement, les autres failles vont impacter sur c'est ce qui se passe en fait en réalité. Maintenant, est-ce que le Premier ministre est prêt politiquement à prendre tous ces coups-là? Parce que moi j'ai vu par le passé, déjà dans Malikoura Tassira, il a tout mis sur le dos du président lui-même. Et avant ça, il nous renvoyait chaque fois au président, mais là c'était un peu habillé. Mais dans Malikoura Tassira, il a été clair. Le seul responsable, c'est le président, c'est pas lui, parce que lui, il semble ne pas être au courant de tout, c'est ce qu'il disait. Donc, est-ce qu'il va essayer d'esquiver pour dire que non, c'est pas lui, il faut aller voir. Bon, j'espère qu'il saura qu'il ne peut pas renvoyer les membres du CNT au président, même s'il peut pouvoir penser que le peuple peut peut-être croire à ce qu'il dit, mais il sait que les membres du CNT peuvent comprendre à qui ils doivent s'adresser et tout, et ils savent que c'est lui qui est responsable par devant eux. Donc si c'est ça, il est obligé de prendre les coups, et c'est pour ça que je partage l'idée du grand frère que il y a des moments où il faut vraiment s'assumer. Quand les choses ne vont pas, il y a deux choses l'une, quoi. Soit tu t'en vas ou soit on te fait en aller, quoi. Ce qui est évident, le Premier ministre ne sera pas la victime expiatoire. Ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser mener à l'abattoir ou se sacrifier comme ça. Comme disait So tout de suite, chaque fois qu'il sort, il y a un problème, le président va trouver la solution. Les ministres m'ont fait ça, je comprends. Les ministres, à la limite, il prend l'opinion à témoin du fait que les ministres se réfèrent plus au président qu'à lui, et il trouve toujours le moyen de dire, bon, pour sa mission, pour l'idée qu'il a de la fonction, à la limite, le faisant, il prend date chaque fois pour pouvoir sortir ça au moment. C'est pas moi, on m'a mis des gens sur le dos qui
qui ne répondaient pas de moi. Il est évident qu'il s'est suffisamment armé, qu'il a suffisamment pris l'opinion à témoin pour, à l'heure du bilan, pouvoir dire je n'avais pas tous les leviers à main. Mais justement, en parlant de bilan, il peut avoir aussi un bilan à défendre devant le CNT. On se souvient qu'il avait 4 axes stratégiques, notamment sur le plan de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles. Et sur ces 2 volets-là, il peut mettre en avant la reconquête de Kidal, ce qu'il ne se prive pas d'ailleurs déjà de faire, et aussi le fait qu'il y ait une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2023. Oui, mais à côté, il y a quand même la charte qui a expiré, à côté, on n'est pas en train de faire une nouvelle proposition. À côté, il n'y a pas de date de fin de transition. À côté, il y a tout le processus de DDR, de dialogue qui stagne. Donc, oui, ça va. Dans tous les cas, lui, il est toujours convaincant. C'est sûr qu'il va pouvoir s'en tirer, mais le tout est de savoir quelle est l'intention derrière l'interpellation. Qu'est-ce qu'on veut déjà en le convoquant à venir s'expliquer, à venir faire son bilan. Donc, en fait, c'est plus politique que technique l'interpellation et c'est vraiment des attentes qui vont nous dire comment ça va se passer juste après. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de membres du CNT qui sont dans une dynamique de soutien très affichée de la transition. Certains qui font le distinguo entre le président de la transition et le Premier ministre. Donc, il le disait, quelles sont les intentions derrière cette interpellation? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les membres du CNT aussi soient très, très à l'offensive face au Premier ministre lors de cette interpellation-là? Ah, ça, il faut s'y attendre. Hein. Ça, il faut s'y attendre parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, dans sa propre famille politique, il y a un énorme problème au niveau du M5. Et d'ailleurs, ces gens-là l'ont relevé de ses fonctions, le président du comité stratégique. Donc, il est pratiquement comme politiquement dépouillé. Moi, j'appelle ça comme ça. Et quand il va se retrouver, déjà le M5 a ses représentants au sein du CNT, les militaires, ils ont leurs représentants au sein du CNT, il y a d'autres soutiens politiques qui sont affiliés aux militaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il va très désarmé là-bas, comme il a dit, lui, il a ses propres armes qu'il va amener pour dire qu'attention, moi j'ai été mis devant les faits accomplis ici, je n'ai pas participé à ça, je n'étais pas au courant de ça. Il a été un temps absent aussi. Malade. Oui. Oui, bon, ça c'est la période de la maladie. Mais le problème d'un Premier ministre n'est pas venir dire aux gens, en tant que chef d'orchestre, que non, je ne suis pas au courant, j'ai manqué de... Non, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai dit, quand on gère un pays, surtout un pays de plus de 22 millions de personnes qui comptent sur toi, il faut s'assumer. Et assumer ne veut pas dire forcément de faire l'impossible pour garder le poste et puis essayer de trouver des solutions. C'est quand on est bloqué, il n'y a pas de solution, les changements s'imposent. Et c'est seulement par la voie du changement que les choses... Il a remplacé quelqu'un, quelqu'un va le remplacer. Alors, très bien. Nous allons suivre cette affaire avec grande attention dans les jours, voire dans les semaines à venir. Au moment de son interpellation, nous allons passer rapidement au deuxième thème de la soirée. C'est une semaine qui a été particulièrement éprouvante pour les Maliens, avec les coupures d'électricité que nous connaissons depuis maintenant pratiquement 1 an, voire un peu plus, et aussi avec une très forte canicule qui a, selon plusieurs informations, notamment de sources médicales, qui a conduit à la mort de plusieurs personnes, à plusieurs décès qui ont été constatés, signalés. Quelle est votre réaction, M. Calambri, par rapport à tout ceci? Oui, je pense qu'il y avait des dispositions préalables à prendre à plusieurs niveaux. Il y avait, à mon avis, une sensibilisation à faire pour comment protéger nos personnes fragiles et nos vieilles personnes pendant cette période de canicule. Est-ce qu'au niveau des centres de santé, il n'y avait pas lieu de prendre des dispositions pour accueillir à temps des gens et pouvoir prodiguer des soins, mais également il y a eu beaucoup de délestage dans les centres de santé. Donc oui, je pense qu'on a manqué de réactivité à beaucoup de niveaux. C'est très facile de toujours tout mettre sur le dos de Dieu et de dire que les gens ils étaient
dans leur destin, mais oui, on aurait dû faire des choses. Oui, la canicule, d'ailleurs, il y a plusieurs spécialistes qui disent aussi que c'est lié au réchauffement climatique du fait de l'activité humaine. Alors, par rapport au délestage, est-ce que ça ne va pas attiser encore, voire accentuer encore un peu plus le ressenti des gens envers EDM avec cette canicule plus délestage? Bien sûr. Vous imaginez des chaleurs insupportables, la température qui va jusqu'à 45 degrés parfois. On a frisé les 50 degrés. Oui, Quand on était à 48,5 degrés. Donc vous imaginez, on n'a pas d'électricité, c'est terrible. Et on déconseille aux gens de sortir, sauf qu'il ne faut pas oublier aussi, étant à la maison, surtout au regard des constructions, des plans de construction que nous avons dans nos maisons, nom de Dieu, la chaleur, ça s'accumule. Je suis sûr qu'à ces niveaux-là, la température va davantage augmenter. Donc, ce qui fait que s'il y a personne pour être auprès de nos personnes âgées, nos personnes fragiles comme les enfants et tout ça, là, c'est extrêmement compliqué. Donc, on va imputer une grande responsabilité au manque d'électricité, bien entendu. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas, parce que moi, j'ai vu dans la sortie du DG qu'ils avaient besoin d'1 million de litres par jour pour sauver le mois de Ramadan. Et j'ai appris que le président de la transition leur a donné 20 millions de litres. Et d'après mes petits calculs, je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste des mathématiques, mais normalement, s'ils ont 20 millions de litres uniquement par les autorités de la transition, ça veut dire qu'on a 20 heures d'électricité normalement. 20 heures. C'est largement mieux que d'avoir 6 heures d'électricité et de disparaître, quoi. Vous voyez un peu. Et ensuite, ça, c'est sans compter sur leur propre production, quoi. Vous voyez un peu. Donc, je crois qu'il y a des failles qu'il faut chercher à régler le plus rapidement possible. Il ne faut pas que l'EDM soit le problème de la transition. Alors, des failles qu'il faut absolument déceler, ça met aussi en exergue la situation de nos hôpitaux qui sont très vite débordés. On a vu, il y a eu certains témoignages de la part de médecins qui ont dit qu'ils étaient complètement débordés. Il y a plus d'une centaine de personnes qui arrivent pour moins de 30 places. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des mesures et des actions fortes à prendre à ce niveau-là? C'est vraiment le drame chez nous. Nous manquons toujours d'anticipation. Chaque année, on voit la canicule qui commence. Après, vous allez voir l'hivernage, il n'y aura pas de programme de plantation d'arbres. Après, vous ne verrez pas, on n'a plus de plage parce que tout est privatisé, les populations n'ont pas accès au fleuve. Et là où c'est libre, c'est assez pollué. Et même après la prise en charge, même les morgues, il n'y a pas de place. Ça, c'est d'autres inquiétudes qui arrivent parce que ça peut amener des épidémies. Donc, pour moi, il y a une réflexion globale et holistique qui ne se mène pas et qui ne doit pas être juste contextuelle. On doit se comprendre, avec tout ce qu'on dit sur le phénomène El Niño et tout. À partir du moment où on dit qu'il y a un réchauffement global qui vient, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Un, comme je le disais, du point de vue sanitaire. Deux, pour rendre nos villes. Si vous voyez, je regardais une municipalité européenne qui a prévu de planter 10 millions d'arbres par an dans la ville sur 10 ans. Vous voyez, nous, on n'a rien. Au contraire, Mali Tribune vient de faire une grande enquête sur la déforestation où on vend nos forêts aux Chinois, où les Chinois viennent exploiter le bois de rose au Mali. C'est dramatique. Ça veut dire, et si vous ajoutez à ça tout ce qu'il y a sur l'orpaillage sauvage et tout, vous voyez qu'on est exposé et on est en train de ne rien faire pour parer à ça et prévoir sur le long terme des solutions. Alors, pour nous-mêmes, citoyens, est-ce que cette canicule, cette très forte canicule, ne nous fait pas prendre conscience aussi du rôle que l'on peut jouer? Notamment, on a parlé de planter des arbres, on a parlé de nos actions même qui ont un impact sur l'environnement. Est-ce que ça ne nous fait pas prendre conscience ou est-ce que plutôt les gens vont mettre tout ça sur le dos des autorités, certains vont s'en remettre à Allah et puis on passe comme ça?
Oui, normalement, ça conscientise, mais ça ne s'arrête pas là. Je crois qu'il avait dit par rapport au début, il faut sensibiliser les gens. Je pense que le comportement violent que nous avons vis-à-vis de l'environnement, c'est ça que nous sommes en train de récolter, quoi. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que le Mali, mais c'est partout dans le monde, mais chaque pays doit prendre des dispositions à son intérieur pour que des dispositions puissent nous servir au lieu que ça nous desserve. Et les populations doivent savoir que les rues sont à nettoyer, il ne faut pas les jeter, vous faites vos poubelles, après vous allez jeter les ordures dans les caniveaux. Les caniveaux sont non curés à la veille des saisons de pluie. Tout ça, ça impacte sur l'environnement. Et l'environnement, il n'y a que ça que nous avons. Dès que c'est détruit, nous récoltons les pots cassés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Justement, nous récoltons les pots cassés. Mais... Et puis, vous savez, la nature humaine est ainsi faite que chacun on se plaint, mais on se complète dans ses petits conforts. Regardez, malgré cette pollution, vous voyez des gens qui ouvrent la vitre, qui jettent. Parce que justement, il n'y a ni sensibilisation, ni rétorsion. Je pense qu'il faut sanctionner, il faut sensibiliser, mais il faut également mettre les dispositifs. Avec toute votre bonne volonté, vous pouvez faire une demi-journée à vous balader en ville avec vos déchets, vous ne savez pas où jeter, parce qu'il n'y a pas de poubelle. Et s'il y en a, ça va être un nid de rats, parce que ce ne sera pas ramassé. Et aujourd'hui, on vient encore de supprimer des charges de transit. Voilà, donc on n'a que des problèmes. Si vous regardez, l'atmosphère était irrespirable pendant une semaine, tout le monde constate, mais les municipalités ne nous disent pas voici le taux de pollution, voici les gestes simples à avoir. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, on s'en remet à Dieu et on ne change rien à cela. Alors que, vous l'avez dit tout de suite, tout est de notre comportement aujourd'hui. Donc, il faut que les autorités travaillent, 1, à sensibiliser, 2, à sanctionner, mais 3, également à mettre le dispositif de ramassage en place. Certains l'ont fait, on a vu qu'il n'y a rien de sorcier. Ouais. Mais il y a aussi des effets du changement climatique qui ne sont pas forcément de notre fait ici au Mali. Comparaison n'est pas raison. Je prendrai 2 exemples. Je l'ai dit tout de suite, j'ai vu une municipalité européenne qui dit en ville, on va planter 1 million d'arbres sur 10 ans. Donc 1 million d'arbres par an pendant 10 ans en ville. Ça va beaucoup jouer. J'ai vu une fois en Chine un désert. Quand on vous montre les images, ils ont décidé en 2 ans de reverdir. Quand vous voyez les rivières couler, vous ne pouvez pas croire que c'était un désert. Et il se dit au Mali que notre désert est immensément riche en ressources hydriques. Donc, qu'est-ce qui nous empêche au moins de travailler à reverdir? On a eu l'opération Sahel vert, ça n'a pas marché parce que justement avec que la coercition, mais je pense que maintenant il y a les effets qui nous donnent des leçons, qui nous font comprendre que ce n'est plus loin, mais c'est là maintenant et il faut changer. Très bien, monsieur. Pour conclure. Non, c'est ça. Il faut prendre des dispositions à son propre niveau. Il ne faut pas se comparer à l'autre. C'est quand tu fais quelque chose pour soi-même que l'autre peut prendre exemple. Malheureusement, ça n'a pas été le cas au Mali. Nous copions difficilement les autres pour les bonnes choses, quoi, malheureusement. Quand vous voyez Dakar, par exemple, c'est l'une des meilleures, pas pour me vanter, hein, c'est l'une des villes les plus propres. Et puis, quand vous voyez les rues, comparez ça, Bamako, c'est comme un gros village. C'est ce qu'il faut changer. Il faut planter des arbres, il faut mettre les conditions d'assainissement qui marchent. Il ne faut pas aller chercher des gros marchés pour trouver des formules, pour essayer le colmatage, ça ne peut pas marcher à tout moment, quoi. Il y a des moments où il faut s'arrêter pour faire les trucs réalistes. Un exemple simple, si vous permettez. Regardez le marché rose. Ouais. Mais vous ne pouvez pas passer. Et l'hivernage, regardez les dames qui reviennent du marché. Mais prenez le marché de Ouaga. Mais tous les jours, c'est fermé à 17h et c'est balayé. Voilà.
Mais le marché Rosso n'est jamais fermé et à la limite, il y a des décharges à ciel ouvert. Alors, ça, c'est pas extraordinaire à faire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté notre invitation en ce lendemain de fête de l'Aïd el-Fitr. On sait que ce n'est pas évident de pouvoir se réveiller un lendemain de fête. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là. Merci à Alexis Calambri, directeur de publication de Mali Tribune. Merci à monsieur Mokhtar Sow, directeur de publication de Mali Télé. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nos voeux les meilleurs pour vous ainsi que vos proches pour cette fête de l'Aïd. Qu'Allah bénisse le Mali, qu'Allah bénisse tout un chacun. Merci à vous de nous avoir suivis. À mercredi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée. Merci.